Les héros grecs ne sont pas les seuls à vivre de grandes aventures. Tel Ulysse dans l'épopée d'Homère, Jean-Gabriel Davis est parti pour un voyage qui l'a mené jusqu'aux confins de l'Europe centrale et orientale. Academ a le plaisir de recevoir aujourd'hui cet explorateur pour son documentaire intitulé « Sur les épaules de Sholem Aleichem ». Jean-Gabriel Davis travaille à l'Institut européen des musiques juives et donne des cours de yiddish au Centre Medem. Ce documentaire retrace ses tribulations à la rencontre des nouveaux acteurs de la culture yiddish européenne. Jean-Gabriel Davis, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Douglas, merci. Caesar wieder auflebt, aber nicht von Jiddisch wie ein Loschen, was man redet, mehr wie ein symbolischer Loschen, wie jetzt. Es ist ein Interview. Es ist merklich, du redest Englisch, ich rede Englisch, wir können reden Englisch. Efter unser Englisch ist besser wie unser Jiddisch. Aber es ist ein Statement, ja? Man redet Jiddisch und das ist gut. Alors la première question, c'est bien entendu, pourquoi ce titre « Sur les épaules de Sholem Aleichem » ? Eh bien, en fait, j'avais demandé à ma mère, parce que je ne savais pas quel titre prendre, et elle m'a parlé d'une expression qui se dit « des nains juchés sur des épaules de géants ». Et donc, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais en gros, ça veut dire que quand on a une ambition intellectuelle, il faut se baser sur les connaissances des sages, de nos pères, de nos parents, donc les connaissances du passé. Et sur les épaules de Sholem Aleichem, j'ai voulu montrer ce qui se passe aujourd'hui au niveau du yiddish, mais c'est en se basant sur les connaissances du passé, sur ce que les gens faisaient autour du yiddish, les créateurs de la littérature et de la musique yiddish. Et donc il y a le concept aussi, qui sont juchés sur les épaules, souvent c'est des enfants. Moi je m'intéressais beaucoup à la jeunesse qui s'intéresse au yiddish. Et pourquoi Sholem Aleichem? Donc le documentaire ne parle pas de Sholem Aleichem en soi, c'est vraiment pour symboliser la culture yiddish, parce que Sholem Aleichem, c'est quand même, je pense, la plus grande figure de la littérature et donc plus généralement de la culture yiddish. C'est un des géants de la culture yiddish. Tout à fait. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre parcours et comment vous avez choisi les villes d'Europe que vous avez traversées? Je voulais aller voir les foyers du yiddish, là où le yiddish était né, donc en Europe de l'Est, donc en Allemagne, en Pologne, en Ukraine, en Roumanie. Et mon but, c'était vraiment de trouver des jeunes qui s'intéressent au yiddish. Et là où j'avais le plus de chances de trouver ça, je me suis dit, c'est dans les grandes villes, les capitales. Donc j'ai commencé à... Et puis je suis allé simplement, je suis parti de Paris, le plus simple c'était d'aller à Berlin au début. Après de Berlin, je suis allé à Varsovie, à Wrocław. Et donc j'avais des villes, je savais où je voulais aller au début, mais juste les premières villes. Et après, c'est en demandant sur place, est-ce que tu connais une personne qui apprenne le yiddish? Ou alors c'est les personnes que j'ai interviewées eux-mêmes qui me disaient « Ah, mais dans telle ville, à Vilnius, il y a un centre, tu peux aller voir. » Et donc, j'ai construit progressivement mon parcours au fur et à mesure. Et puis, j'ai fait quelques détours aussi dans des villes où il y avait peut-être moins d'apprentissage de yiddish ou de gens impliqués, mais qui avaient quand même une histoire dans la culture juive. Par exemple, Odessa. J'ai été à Odessa, il fallait voir Odessa. Très belle ville, très forte dans la culture yiddish, hein, l'escalier Potemkin, par exemple. Enfin, c'est pas la culture yiddish, mais bon, c'est un symbole de l'Europe de l'Est. Et par contre, j'ai rien trouvé au niveau de la culture yiddish, là-bas. Mais bon, j'étais en voyage aussi, il fallait que je visite. Why do you want to learn Yiddish? Because language is kind of important in the way it gives you opportunity. From one side, kind of utopia that you can communicate with your, I don't know, memory of your DNA and your grandfathers and the culture which is gone, but you have some feeling to this. Est-ce que vous avez été surpris par quelque chose en particulier? Je pense par exemple à ce qui est montré dans votre documentaire, qui est une jeunesse vraiment en Europe qui apprend le yiddish et particulièrement une jeunesse non juive.
Alors oui, c'est très surprenant au début, ça surprend tout le monde. Pourquoi est-ce que des non-juifs s'intéressent tant à la culture yiddish et à la culture juive, mais beaucoup à la culture yiddish? Eh bien, moi j'ai été surpris effectivement et j'ai demandé pourquoi et j'ai eu plusieurs réponses. Et une des réponses, particulièrement en Pologne, est que la culture juive et la culture polonaise est extrêmement liée, s'influencent mutuellement du fait de l'énorme population juive qu'il y avait en Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les Juifs influençaient les Polonais, enfin la culture juive influençait la culture polonaise réciproquement. Et aujourd'hui, des jeunes qui s'intéressent à leur culture polonaise, s'ils s'intéressent très intensément, qu'ils soient juifs ou non juifs, mais beaucoup de non juifs, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de connaître un petit peu la culture juive. Et parmi ceux-là, il y en a quelques-uns qui vont se passionner, qui vont tomber amoureux tout simplement de la culture juive. Yiddish was the first language of my grandfather. He was born here in Warsaw in Hasidic family. And so my first contact with the language was at his home, because it was his first language and he spoke, of course, Polish. He was living here all his life and he became communist after being born as a Hasid. But sometimes he used to speak Yiddish at home. And it was my first contact with the language. Yeah, but what I saw here in Poland, that the Jewish people with Jewish ancestry like Mateusz, they are more interested in Hebrew, in Israeli culture, than in Yiddish. Mateusz is the only one that is interested in the Yiddish culture in Poland. He wants to have a contact with his culture, and other Jewish people here in Poland don't feel it. And for me it's surprising, because I feel the contact with this culture. I think that even I'm not Jewish, this culture is a part of my culture of my family, of the whole country. So I think that there are also some people not Jewish like me that feels this connection. Et grâce à cette nouvelle passion, ce nouvel engouement des juifs comme des non-juifs pour la culture yiddish, on a l'impression aussi, c'est quelque chose qui ressort dans votre documentaire, que la culture yiddish est sur le point de revenir à un certain âge d'or. C'est ce que dit une de vos interlocutrices qui dit « chaque année est meilleure que la précédente ». Et voilà, on a des jeunes ou des moins jeunes qui font du théâtre, de la littérature, de la poésie, de la musique. Et voilà, donc c'est un documentaire vraiment plein d'optimisme en fait. Tout à fait. Moi, c'est ce que je voulais faire, je voulais montrer un documentaire sur la culture yiddish qui soit joyeux, qui fasse sourire et pas qui fasse pleurer, du moins pas trop. Et effectivement, on a l'impression, en voyant tous ces jeunes qui sont passionnés par le yiddish, qu'il y a un nouvel âge d'or. Alors oui, pourquoi pas, âge d'or c'est peut-être un mot un peu fort, parce qu'il ne faut pas non plus rêver, ça reste quand même une passion, une culture un peu, pas minoritaire, mais bon, ils ne sont pas des millions encore à apprendre le yiddish. Mais disons qu'il y en a plus, et effectivement, d'année en année, il y en a de plus en plus. Et je pense parce qu'il a fallu attendre 1, 2, 3 générations, à savoir maintenant ma génération, votre génération, pour s'intéresser à la culture yiddish sans qu'il y ait de tabou. Il y a toujours eu un tabou, le traumatisme de l'extermination de 6 millions de juifs, l'extermination, la quasi-extermination d'une langue et d'une culture. Il est resté quelques étincelles qui ont fait que ça a pu repartir. Là où c'était trop dur pour nos parents, parce que leurs parents avaient été tués, ou alors on leur avait interdit de parler la langue yiddish, ça n'est pas forcément arrivé à nous, à notre génération. Qui plus est, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu le communisme, donc il y a beaucoup moins de tabous et il y a un désir de replonger dans nos racines, de retrouver nos racines, et on en a plus peur. Es war die Hulemers. Menschen, die leben einander, die willen leben, ein anderes Leben. Die willen viele andere Sachen. Die Sachen, die wir nicht finden in die antike Tag. In unserer Tag. Es ist eine andere Welt.
Jiddisch. Es ist nicht reden auf Jiddisch, vielen auf Jiddisch, es ist nicht sein Du. Es ist Leben an einer anderen Zeit. Du fühlst, dass man kann nicht lernen sich Jiddisch. Aber man kann. Ich will reden ja, mit meinen Kindern auf Jiddisch. Das wird sein so. Ce documentaire s'achève sur une scène de l'un de vos concerts, car vous êtes aussi musicien, pianiste et chanteur, fondateur du groupe Klunk, qui est la compression de klezmer et de punk. Alors, pourquoi avoir terminé ce documentaire sur ces images qui sont particulièrement parlantes? Est-ce que c'était une manière de dire qu'il y a plusieurs manières de grimper sur les épaules de Sholem Aleichem? Alors effectivement oui, je termine ce documentaire avec quelques images d'un concert de Klunk, mon groupe. Donc mis à part le fait que je suis quelqu'un d'assez égocentrique et que j'adore me regarder à l'image, il y a aussi vraiment un message qui est qu'on peut s'approprier cette culture et en faire quelque chose de nouveau. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses nouvelles avec une culture qui date de plus de 1000 ans. Et c'est possible, ça marche. Je veux dire, si il n'y avait pas eu la Shoah, ben, les gens qui parlaient yiddish, les musiciens qui parlaient yiddish avant la Seconde Guerre mondiale, s'ils étaient toujours en vie, si leurs enfants étaient toujours en vie, eh ben, ils feraient peut-être du punk. Parce que, je le dis dans le film, une culture et une langue évoluent et s'adaptent avec son époque. À l'époque, il n'y avait pas de musique amplifiée. Aujourd'hui, il y en a. Donc on peut en faire. Et c'est pas tabou. Et au contraire, même avec la culture yiddish qui a des côtés très révolutionnaires, c'est très approprié. Donc c'est pour faire un message d'ouverture, pour terminer sur un message d'ouverture, que de nouvelles choses sont possibles, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut y aller. Et c'est peut-être aussi une manière de convaincre des gens qui ne connaissaient pas du tout que ah tiens, c'est intéressant, je ne connaissais pas, c'est quoi, c'est du yiddish ça. Alors la dernière question est certainement l'une des plus importantes. Comment se procurer ce documentaire? Eh bien, c'est pas compliqué. Comme il n'est pas dans le commerce, il suffit de m'envoyer un email. Vous m'écrivez et je vous répondrai. Très bien. Jean-Gabriel, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Academ. Merci beaucoup, à Sheinem Dank. À Sheinem Dank.